Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate lutte ouvrière à la présidentielle. On commence par l'affaire Pénélope Fillon qui prend de l'ampleur avec ces nouvelles révélations ce matin du Canard enchaîné. Est-ce que la droite doit réfléchir à un plan B selon vous ? Moi, je crois que ces révélations sont accablantes. Il est discrédité. Et ce n'est pas une question d'ailleurs de légal, pas légal. On parle de 900 000 €. On parle de 84 000 pour ses enfants. Mais 900 000 €, une aide-soignante, un ouvrier ne les gagnera jamais tout au long de sa vie. Je crois que c'est 140 années de RSA, par exemple. 140 années de RSA. D'ailleurs, Fillon s'est toujours présenté comme l'irréprochable, l'exemplaire, celui qui était comptable des deniers publics. Moi, j'ai encore dans la tête un certain nombre de phrases. Il fallait vraiment, d'abord, toujours faire des économies, évidemment. Ça a été celui aussi qui a toujours expliqué qu'il fallait contrôler les chômeurs, qui a accusé les femmes et les hommes qui avaient perdu leur emploi et qui étaient au RSA d'être des assistés. Donc voilà. Et là, on le voit en train de mettre les doigts dans le pot de confiture comme les autres. Donc c'est effectivement c'est accablant. Voilà, moi, Il doit se retirer ? C'est ses amis de toute façon qui vont le pousser, et il va y être forcé, manifestement. Ils sont tous en train de le lâcher ce matin, si j'ai bien compris. Bon, moi, je crois que c'est révélateur vraiment de tout un monde, d'un monde bourgeois en réalité, qui vit effectivement avec beaucoup d'argent, qui considère que tout leur est dû, que c'est tout à fait normal parce qu'ils ont les compétences, ils ont du talent, etc., etc. Tous ces gens-là. Et je parle de la classe politique, mais je parle aussi des Carlos Ghosn, des grands PDG, des grands actionnaires, vraiment du milieu de la bourgeoisie. Tous ces gens-là ne se considèrent jamais comme des privilégiés, jamais, jamais. Quand ils parlent de privilégiés, ils parlent vous savez, du cheminot qui peut payer un peu moins cher ses trajets. Il parle des salariés parce qu'ils ont un CDI, et il parle des fonctionnaires. Pour le coup, est-ce qu'on peut reprocher à François Fillon ou à Carlos Ghosn de ne pas avoir mouillé la chemise pour en arriver là ? Ce sont des privilégiés. Et moi je conteste effectivement que ces sommes-là soient méritées. Fillon, c'est encore un autre grand thème, ça, le mérite. Donc non, je crois que vraiment, il est disqualifié. Mais c'est pas toute la classe politique finalement qui en pâtit de cette affaire ? Écoutez, sans doute. Moi, je ne fais pas partie de cette classe politique-là, donc je ne vais pas. Sans doute. D'ailleurs, on voit que même le Front National, le peu d'élus finalement qu'il a, le peu de pouvoir qu'il a, eh bien finalement il l'utilise un peu de la même façon. On va à la mangeoire, on utilise l'argent public pour ses petits copains, pour son parti, etc., etc. Donc c'est manifestement un réflexe. Vous savez, nous, lutte ouvrière, nous avons eu des élus. Arlette Laguiller était élue au Parlement européen d'ailleurs. Elle a toujours reversé ses indemnités au parti. Ça fait partie des règles. Moi-même, j'ai été élue conseillère municipale à Vaux-en-Velin. J'étais pas adjointe, mais j'avais un rôle de déléguée à la jeunesse. Je touchais quelque chose comme 111 € par mois. Je l'ai reversé intégralement parce que nous n'avons jamais considéré qu'être élu, avoir un poste justement où que ce soit, se transforme en privilège quelconque. Nous avons toujours considéré que c'était des responsabilités et que notre vie ne devait pas en être changée. On ne devait pas en tirer avantage. Vous parlez de Marine Le Pen, qui elle aussi est inquiétée donc pour un emploi au Parlement européen qui aurait plutôt bénéficié au FN qu'au Parlement pour elle en tout cas. Finalement, est-ce qu'on a l'impression que ça glisse quand même un peu sur le Front National ? Est-ce que ça ne fait pas le lit du FN tout ça ? Moi, je ne sais pas ce qu'il en sera. Dans tous les cas, on voit justement que là où il a déjà des positions, dans les municipalités, il y a des histoires comme ça de pouvoir, de rivalité, etc. et qu'il se comporte en réalité comme les autres. Et vous savez, Le Pen, elle prend pour modèle Trump. Regardez, il a nommé tous ses amis. C'est des grands financiers, c'est le grand patronat, les patrons du pétrole, des banques qui gouvernent aujourd'hui aux États-Unis. C'est ça son modèle à Marine Le Pen. Et effectivement, quand elle prétend représenter aussi les intérêts des travailleurs et des plus pauvres, en réalité, c'est une imposture. Voilà. On va écouter Bernard Accoyer qui s'est exprimé à l'instant sur l'affaire Pénélope Fillon et vous réagissez. Il y a une enquête préliminaire. Ce qui me paraît particulièrement important aujourd'hui, c'est que cette enquête préliminaire dure un temps qui doit être forcément court. Et si ça n'était pas le cas, alors nous serions, et je le dis avec gravité, devant une intrusion très problématique, une grave intrusion de l'autorité judiciaire dans la vie démocratique. Vous déplorez que les enquêteurs soient rentrés à... Vous croyez à l'indépendance de la justice ? Moi, je crois que la justice, c'est une
d'abord et avant tout une justice de classe. Et vous savez, encore une fois, je dis bien... Donc il ne sera pas mis en examen, François Fillon? Je n'en sais rien. Tout est possible, vous savez. Une justice d'exception, vous pensez, pour lui, là? On a même vu Madame Lagarde être jugée coupable d'une négligence. Négligence à 400 millions d'euros et sans condamnation. Hein, donc, vous voyez, tout est possible. Tout à l'heure, j'ai entendu dans votre débat, vous parliez du casier judiciaire vierge comme condition pour être candidat à la présidentielle, par exemple. Savez-vous que les ouvriers de Goodyear qui se sont battus pour sauvegarder leurs emplois, sont pour certains condamnés à de la prison avec sursis. Ils ont un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Eh bien moi je suis pour... Ils ont été condamnés pour des faits peut-être condamnables aussi, non? Ils avaient arraché la chemise du DRH. Ah non, là il s'agit de Goodyear. Ah oui, on se trompe d'affaire. Donc non, moi je pense que, en tout cas, moi je leur fais bien plus confiance pour prendre des responsabilités, si vous voulez, que y compris un Sarkozy ou un Fillon qui ont pour l'heure effectivement un casier judiciaire vierge. Alors, on va parler de votre candidature à l'élection présidentielle. Vous étiez déjà candidate en 2012 où vous étiez créditée de 0,56%. On se demande, mais à quoi bon une candidature finalement? Je suis toujours un peu surprise par cette question parce que, défendre des convictions, défendre justement pour moi, il s'agit de défendre les intérêts des travailleurs et que je sois minoritaire, que je fasse un petit score. Tant que je pourrai, je le ferai. Mais avec aucun espoir d'appliquer ce que vous prônez, ce que vous voulez faire. Tant que je pourrai, je dirai justement aux travailleurs, aux ouvriers, aux chômeurs, aux employés, aux salariés, ne faites pas confiance dans tous ces gens-là. Mettez vous-même en avant vos intérêts, vos revendications, vos besoins et soyez conscients qu'il faudra vous battre pour cela parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est confronté derrière ce pouvoir politique, à un pouvoir économique, au pouvoir du grand patronat, mais on vous veut au contraire faire reculer la condition ouvrière. On a l'impression de vous entendre que tous les 5 ans finalement. Est-ce que la voix des travailleurs, elle est assez bien portée? Vous savez, tous ceux qui ont participé aux mobilisations contre la loi El Khomri nous ont entendus parce qu'on y était, parce que justement nous sommes militants dans les entreprises en permanence. Et bien sûr que nous utilisons aussi les périodes des élections, les périodes électorales, pour justement inviter les travailleurs à se manifester. Dans la mobilisation contre la loi El Khomri, ils se sont battus contre l'augmentation du temps de travail, contre ce chantage à la compétitivité. Mais une candidature à la présidence, c'est votre seul moyen d'exister finalement? Parce que c'est un peu baroque finalement chez vous d'être candidat à la présidence de la République, non? Mais pas du tout. D'abord, ce n'est pas notre seul moyen d'exister, mais il n'y a aucune raison. Et encore une fois, ça serait faire taire finalement les travailleurs conscients et combatifs. Ceux y compris qui pensent que ce ne sont pas par les élections que les choses peuvent changer, que c'est par un rapport de force. Même ceux-là ont effectivement le droit de s'exprimer dans les élections. Et moi, je les invite effectivement à le faire. Il y a beaucoup de candidats à la gauche de la gauche. Et c'est vrai qu'on se demande finalement pourquoi vous ne vous rapprochez pas de Philippe Poutou, par exemple, voire même de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a une voix qui porte davantage aujourd'hui. C'est quand même différent. Philippe Poutou, le NPA, on est évidemment plus proche qu'eux. Vous êtes quand même assez proche, non, sur le plan des idées? Et en même temps, nous ne ferons pas la même campagne. Ils feront leur campagne et nous centrerons notre campagne sur les travailleurs. Sur les travailleurs, sur les questions du chômage, de l'exploitation, il n'y aurait pas la lutte nécessaire intérêt à unir vos deux forces? Et pour nous, l'essentiel dans cette élection, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, je ne veux pas faire croire que je peux être la prochaine présidente de la République. Tout ça, ça serait... c'est pas réaliste aujourd'hui. C'est pas réaliste, nous sommes minoritaires. Mais justement, le seul intérêt dans cette élection, encore une fois, c'est de prendre la parole du point de vue des travailleurs, de ce qui leur est nécessaire. C'est-à-dire un emploi, un salaire, de quoi boucler les fins de mois, de le dire haut et fort, de l'assumer, de le revendiquer. Nous, par exemple, dans cette campagne, et ce n'est pas d'ailleurs le cas de Jean-Luc Mélenchon, nous disons il faut un travail, un salaire pour tous. Il faut interdire les suppressions d'emplois, tous ces plans de licenciement dans toutes les entreprises qui font des bénéfices. Il faut imposer qu'il y ait un minimum pour vivre de 1 800 € par mois. Donc voilà, c'est mettre en avant des revendications. C'est ce que vous allez défendre dans cette campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez du coup du revenu universel de Benoît Hamon, dont on parle beaucoup, qui est donc la mesure phare du candidat socialiste? J'imagine que vous la défendez pas beaucoup.
Moi, j'ai parlé de poudre de perlimpinpin. Parce que, d'abord, vous parlez de mesures phares. En réalité, elle n'est pas dans son programme. Hein. Alors, pour les 18-25 ans. Oui, en réalité, c'est le RSA. Finalement, on parle de revenu universel et puis on arrive sur un RSA pour les 18-25 ans. Donc, c'est beaucoup de paroles et en réalité, pas beaucoup d'engagement. Mais même sur le principe, vous voyez, sur le principe, je comprends tout à fait, d'ailleurs, ceux qui touchent 400 €, 600 € aujourd'hui. C'est quand même un complément de salaire, ceux qui sont à 1 000 € et qui se disent, quand même, 750 € de plus, ça serait une sacrée bouffée d'oxygène. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ce que propose Benoît Hamon. Et moi, je dis, voilà, l'intérêt des travailleurs, c'est qu'il y ait un travail et un salaire pour tous. Et qu'on ne peut pas... l'objectif ne peut pas être une société où les emplois soient réservés à quelques-uns, où les bonnes places seraient prises, et puis où il y aurait 6 millions, 7 millions, 8 millions de femmes et d'hommes exclus du travail, exclus de l'activité, à qui on jetterait comme ça 750 € pour vivre, c'est-à-dire une aumône. Parce que quand même, je rappelle que 750 €, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous disons non. Tout son raisonnement, c'est de dire... Préférer une augmentation de salaire. Le travail va se raréfier. Mais même si le travail se raréfie, pourquoi ne pourrait-on pas le répartir entre tous? Dans une société normalement constituée, le bon sens, ça devrait être cela. On répartit les tâches entre tous. On travaille tous moins, on réduit le temps de travail, mais tout le monde participe à l'activité, voilà. Et y compris, je sais comment le financer, parce que ça aussi, c'est un problème pour Benoît Hamon. Je sais comment le financer parce que je pense qu'il faut prendre sur les profits, sur les dividendes des actionnaires, bien sûr, et y compris sur les fortunes qui sont accumulées, vous savez, justement, dans les coffres-forts, les divers Alors, il y a des comptes en fortunes banque de la bourgeoisie. C'est Emmanuel Macron qui en parle ce matin, on l'écoute et vous réagissez. Je supprimerai la part de l'ISF qui finance l'économie. Ça veut dire que je veux exonérer totalement les biens professionnels d'impôt sur la fortune. Exactement. Je transforme l'ISF en impôt sur la rente immobilière. Par contre, j'exonère totalement, non seulement ce qui est d'ores et déjà exonéré, comme les œuvres d'art, et là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, mais tout ce qui finance l'économie par ailleurs ne relève pas. Donc les entreprises ne sont plus taxées à l'ISF. Alors, ils conservent l'impôt sur la fortune et ils le ressentent sur la rente immobilière. Finalement, ça vous convient? Non, mais attendez. Ils divisent l'impôt sur la fortune par 2. Voilà. Et d'ailleurs, je comprends... Pour financer l'économie. Non, mais ça, c'est... Voilà. Macron se présente en candidat du travail, mais je sais pas, il aime le travail exactement comme les patrons, les grands bourgeois aiment le travail. C'est exactement. Il en parle de la même façon. En réalité, regardez même oui, il faut travailler plus, il faut faire prospérer le grand capital. Voilà son programme à Macron, et y compris sur l'ISF, c'est ça. Si vous enlevez les biens professionnels, c'est-à-dire en fait le capital. Les actions, vous enlevez l'essentiel qui constitue les fortunes, des Bettencourt, des Michelin, des Bernard C'est aussi Arnault, pour éviter les rentes et les successions à n'en plus finir. La rente, c'est d'abord et avant tout d'avoir des capitaux investis dans des grandes multinationales comme Sanofi, comme Total, comme L'Oréal, comme LVMH, et à partir de ce fait-là, pouvoir aspirer l'essentiel des profits. Parce que c'est ça, la rente. C'est la rente capitaliste, c'est basé sur l'exploitation. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, on paierait l'ISF que si on gagnerait de l'argent sur le fruit de son travail et pas sur des successions, par exemple. Non, c'est pas du tout. Non, mais là, vous comprenez mal ce qu'il veut dire quand il dit qu'il enlève les biens professionnels, c'est que justement toutes les actions, toutes les obligations, tout ce qui est investi dans les grandes entreprises et qui donne ce pouvoir finalement à une minorité de décider de l'avenir des entreprises, à décider des plans de suppression d'emplois, qui leur permet d'aspirer toutes les richesses créées dans cette entreprise, ça, il ne le remet pas en cause. Et c'est exactement ce que moi, je combat. Parce qu'en réalité, 20% pour les fortunes, 20% de plus pour les fortunes, eh bien, c'est 20% de moins pour les salariés, c'est 20% de moins sur les salaires, c'est 20% de chômeurs en plus. C'est ça la réalité dans cette société. Vous êtes donc candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez vos 500 signatures? Alors, je les aurai. Voilà, je suis confiante et on va travailler dans ce sens-là. Les formulaires vont tomber à la fin du mois, donc nous espérons les avoir. Oui. Vous avez combien de promesses aujourd'hui?
Justement, on ne donne pas de chiffres parce que pour l'instant, c'est... Vous êtes à plus de la moitié ou moins de la moitié? Des contacts. En tout cas, on est au même niveau qu'en 2012. Et donc, ça nous assure, on est confiant pour pouvoir être candidat. Alors attendez, en 2012, je ne me souviens pas, vous étiez à quel niveau? Non, mais nous, on compare les contacts, on compare nos avancements avec les fois précédentes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça avance bien. Donc, je serai candidate. En tout cas, c'est bien plus certain. Ma candidature est plus certaine que celle de Fillon, je peux vous garantir. De François Fillon. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous ce matin, candidate lutte ouvrière à la présidentielle. Très bonne journée à vous.